à tous, bienvenue dans Anecdote. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle avec Patrick Follo, auteur du roman L'homme au bord du précipice. À travers cette œuvre, il retrace les 57 années de Serge Kouka atteint de drépanocytose. Un récit poignant qui met en lumière les réalités de cette maladie, les souffrances qu'elle impose, mais aussi la résilience, le courage et l'espoir de celles et ceux qui vivent avec elle. Bonjour, monsieur Emmanuel. Bonjour, monsieur Picard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie aussi. Alors, L'homme au bord du précipice, ça a été édité par la maison L'Harmattan. Mais avant d'aller dans les profondeurs de cette histoire, qu'est-ce qui vous a poussé à rendre publique cette histoire de Serge? Alors, pour répondre déjà à votre question, la petite histoire, j'ai commencé à écrire très jeune, en lisant beaucoup plus, et je n'ai pas un bac littéraire. C'est en lisant beaucoup plus les œuvres littéraires de Jean-Baptiste Tati, l'auteur, qui m'inspire et que je commence à écrire pour une première. Et la première, il s'agissait d'un roman psychologique de développement personnel en 2019. Et en 2020, il s'agissait d'un recueil de poésie. Et depuis là, je n'ai plus jamais écrit. Ça a été une grande nouvelle dans la famille lorsqu'ils ont appris que j'avais emboîté déjà le pas dans l'écriture. Et la personne qui m'encourageait, il s'agissait de mon oncle. Et qui toutefois me disait... Donc c'est une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie. Qui me disait toutefois, j'aimerais un jour que tu portes mon histoire au monde, que tu la racontes. Mais je n'ai jamais pensé à le faire, et pendant les débuts où j'ai commencé à le faire, c'est là où la maladie l'a ravi. Il est parti en 2026. Qu'il est parti. C'est votre troisième œuvre ou troisième ouvrage. Tout à fait. Alors l'histoire a commencé en 1968, c'était le 26 septembre. Parlez-nous un peu de cette année, si on essaie de revenir en 1968. Ça a commencé comment? Oui, je vous remercie pour la question, d'ailleurs la petite histoire aussi. Alors le 26 septembre 1968 à 18h30, dans Serge Kouka vit au monde, dans le quartier Poto-Poto à Brazzaville. Et à première vue, il s'agit d'une naissance heureuse. Il pèse plus de 4 kilos et rien ne laisse présager les épreuves qui l'attendent. Pourtant, dès les débuts de cette naissance marque déjà le début d'un long combat qui s'annonce. Et quelques mois plus tard, les parents de Serge découvrent qu'il est atteint de la drépanocytose, la forme la plus sévère de la maladie. Dès lors, toute l'existence de Serge sera rythmée par les hospitalisations répétées et coûteuses, les crises sévères et violentes et les restrictions. Et comment les parents ont-ils appris cette nouvelle pour la première fois? Est-ce que c'est le premier? Est-ce que c'était... Apparemment, c'était le premier cas de la famille. Et comment est-ce qu'ils ont appris la nouvelle? Ils étaient choqués ou... Alors, ce que je pourrais toutefois dire, les parents de Serge, comment ils l'ont appris. La maladie est diagnostiquée, la nouvelle est tombée. Pour la mère de Serge, il s'agissait d'un simple pour les médecins, il s'agissait d'un simple pronostic, une simple nouvelle annoncée aux parents. Mais pour les parents de Serge, plus précisément la mère, c'était un bouleversement total. Un bouleversement total parce qu'elle comprend dès cet instant que son fils, son enfant, ne pourra plus mener une vie ordinaire comme tous les autres enfants de son époque. Et il va apprendre à vivre avec l'angoisse permanente de l'hospitalisation, des crises et puis les pronostics médicaux pessimistes. Et même dans le quartier, il a été surnommé Akoufa Lobi. Est-ce que cela n'a pas affecté la famille de Serge? Toutefois, c'est possible. C'est possible que cela ait été affecté la famille. Mais je pense que ce qui a constitué la force pour Serge Kouka, c'est le soutien de sa famille. Parce que ce qui comptait le plus pour lui, c'était sa famille. Parce que même dans les moments difficiles, il avait le soutien de sa famille, il avait ceux qu'il aimait à ses côtés. Et même pendant les crises, pendant les hospitalisations, il continuait toujours de penser à sa famille et aux gens qu'il aime. Je crois que c'est ce qui faisait sa force. Akoufa Lobi, à l'âge de 5 ans, comme tout enfant de son époque, Serge fait son entrée dans le monde scolaire, malgré les contraintes liées à la drépanocytose. Alors, comment se sont déroulées ces premières années de l'école primaire? Alors, je vous remercie pour la question, parce que cette question met en lumière
un aspect très important, ce que beaucoup ne savent pas et qu'aujourd'hui les téléspectateurs, ceux qui nous suivent doivent connaître, c'est que ceux qui souffrent, ceux qui sont atteints de la drépanocytose ne connaissent pas pratiquement en vrai une vie stable. Il est très difficile d'avoir une vie normale et d'avoir une vie scolaire aussi normale. Alors les premières années scolaires de Serge vont être particulièrement très difficiles. La maladie va l'obliger à manquer régulièrement les cours, parfois plusieurs fois par mois. Et les crises qui arrivaient sans prévenir, les examens ratés pour cause d'hospitalisation. Et malgré cela, Serge n'a jamais abandonné. Quels sont les examens qu'il a ratés? Les examens dans son plus jeune âge, parce qu'il était question qu'il soit admis à l'école générale Leclerc, qu'il n'a pas pu à cause de la maladie. Oui. Donc malgré les difficultés liées à sa maladie, ses absences fréquentes à l'école, Serge gardait un rêve en lui, c'était celui d'être un ministre. Est-ce que ça s'est réalisé? Bon, pour revenir aussi à la question précédente, un aspect que je n'ai pas aussi évoqué, malgré les examens ratés de Serge, malgré ses absences à l'école, Serge n'a jamais abandonné, puisqu'il a trouvé un autre moyen d'apprendre. Il lisait constamment pendant même ses périodes d'hospitalisation. Il apprenait beaucoup plus de son environnement en se servant de ce qui l'entourait pour développer... Un autodidacte. Exactement. Donc en se servant de sa maladie pour développer une capacité d'observation exceptionnelle et aussi dans l'interaction avec les adultes. Et pour arriver à la question que vous venez de me poser, je pense que Serge entretenait un rêve immense, celui de devenir ministre. Mais il ne l'est jamais devenu avec le temps. Mais toutefois, la maladie ne l'a jamais empêché de développer une carrière administrative, puisqu'il a construit une carrière administrative. Il a commencé dans la fonction publique jusqu'à terminer au ministère de l'Aménagement et du Territoire en tant que chef de service. En 89, il avait exactement 21 ans. Il a été frappé par une crise, une double crise. Et il a fallu même l'intervention du pasteur Jacques Kézonzi. Racontez-nous un peu cette histoire. Alors, ce qui se passe en août 1989, notamment à ces dates consécutivement, le 13 août 1989, Serge, en pleine préparation de son BET, une crise sévère l'hospitalise. Il est admis à l'hôpital, il ressort un jour après, et le 15 août 1989 à 22h, il fait une rechute. Et le pasteur Jacques Zongo, qui est appelé à son chevet, lorsqu'il se présente et regarde Serge, il lui dit qu'il a un problème avec Dieu. Mais il ne mourra pas, ramenez-le à la maison. Et c'est le jour qui suivait, le jour d'après, quelques jours plus tard, que Serge sortira de l'hôpital avec un plâtre pelvo-podal. S'il faudrait que je dise, je ne suis pas médecin, mais je vais m'abuser du terme, pelvo-péridien, et 5 ans de béquille. Parce que pour les médecins, subir 2 crises consécutivement, il était impossible pour Serge de remarcher encore. Donc ils annonçaient à sa famille que Serge ne remarcherait plus jamais. Mais contre toute attente, Serge remarche finalement. Ça, c'était... Le médecin, c'était le professeur Bertrand Kibuka Alexis. Oui. Qui lui a dit que 5 ans, il a 5 ans, il ne marchera pas. Donc vous écrivez à la page 32 que le professeur Louvemba Gaspard avait dit aussi que jamais, plus jamais il ne marchera. Oui. Il a fallu 5 ans, 5 ans de béquille, 5 ans à naviguer dans les rues de Brazzaville avec 2 supports de métal sous ses aisselles, à calculer chaque trajet, chaque escalier, chaque surface inégale. 5 ans, on voit les gens regarder ses béquilles avant de regarder son visage. Ce regard, quand les passants involontaires est presque incontrôlable, qui glisse vers la différence avant même que la politesse dit ait eu le temps d'intervenir. Serge ne s'arrêta pas de vivre pendant 5 ans. C'est peut-être la chose la plus extraordinaire dans tout ça. Il ne s'arrêta pas. Il continua ses études dans la mesure du possible. Il continua à chercher Dieu à sa façon cabossée et sincère. Il continuait à regarder les filles avec les béquilles. Il faut le dire, il ne l'avait pas rendu plus discret sur ce point. Il continuait à nourrir son rêve de devenir ministre. Ce rêve qu'il portait comme un pull-over, par temps de crise, en permanence, par précaution.
Et un matin ordinaire, sans annonce préalable, sans cérémonie, il posa ses béquilles et il marcha parfaitement, pas sans douleur, mais il marcha. Est-ce qu'on peut dire que Serge était un élu de Dieu? Je crois qu'il avait cette force intérieure de savoir que Dieu le protégeait d'une manière particulière, qu'il avait reçu un appel particulier et cette conviction progressive que Dieu était avec lui. Et je crois que c'est ce qui a fait que dans les différentes épreuves traversées, Serge s'en sortait toujours. Et cela était devenu comme une sorte d'empreinte pour lui. Et à la page 34 et 35, vous évoquez ce que vous appelez les heures supplémentaires. Est-ce que vous pouvez nous lire cette page 35 où on raconte la seconde chance que Dieu accorda à Serge alors qu'il a 41 ans. C'est quoi? Pour le moment, l'ouvrage n'est pas encore disponible. Donc je vais me permettre, si vous me permettez, de lire avec le téléphone. Alors, les pages, je vais lire la page 34. Le sous-titre, il est écrit l'hémoglobine de 3,5 où la nuit où Dieu fit des heures supplémentaires. 2009, Serge avait 41 ans, soit 6 ans de plus que l'espérance de vie maximale qu'on lui avait donnée à la naissance. 6 ans de bonus, 6 ans qu'aucun médecin n'avait mis dans ses calculs, 6 ans qu'il avait pris sans demander la permission. Cette année-là, il fut hospitalisé au CHU de Brazzaville, au service triage dans une salle qu'on appelait le découchage, ce mot de l'argot hospitalier, local qui désigne la zone où arrivent les urgences, où les corps en crise sont triés, stabilisés et orientés. Les examens tombèrent, son taux d'hémoglobine était de 3,5. Pour comprendre ce que ça signifie, il faut savoir qu'un être humain fonctionnel a normalement un taux d'hémoglobine entre 12 et 17. À 3,5, les médecins parlent de danger vital immédiat. À 3,5, on ne discute pas, on ne transfuse pas, on ne prie pas dans l'ordre ou dans le désordre selon les convictions de chacun. Le docteur Bertrand Bazola, voyant les résultats, prit les internes à part avant de finir sa journée. Il leur montra les bulletins d'examen avec la précision pédagogique d'un professeur qui veut que ses étudiants comprennent bien ce qu'ils regardent. La maladie sur le malade sur le lit numéro 2, excusez-moi, il faut le surveiller de près. S'il n'est pas transfusé après la nuit, demain à 6 heures, il mourra. Les internes notèrent, les internes surveillèrent. Le lendemain matin, à 6 heures, le docteur Bertrand Bazola arrive au service avec l'état d'esprit résigné de quelqu'un qui s'attend à constater des dégâts. Il s'approcha du lit numéro 2. Serge Kouka était réveillé, les yeux ouverts. Il regardait le plafond avec l'air de quelqu'un qui a passé une mauvaise nuit, mais qui n'a aucune intention de s'en excuser. Le docteur Bertrand Bazola resta un moment sans rien dire, puis il appela la mère de Serge, il lui montra les bulletins, il lui expliqua chiffre à l'appui pourquoi ce qu'il voyait devant lui n'était pas censé être possible. Un drépanocytaire ne peut pas survivre avec un taux de 3,5, surtout en pleine crise. Comment avez-vous fait? Marie-Thérèse le regarda. Elle était émotionnée. Ce mot congolais qui dit mieux, ému, ce mélange de tremblements intérieurs et de larmes retenues, et prit son téléphone et passa plusieurs coups de fil. Le docteur n'obtint pas de réponse à sa question. Certaines réponses ne se formulent pas, elles se vivent et s'accumulent et composent au fil des années quelque chose qui ressemble à une évidence que Serge Kouka n'était pas fait pour partir facilement. Une force qu'on pouvait appeler Dieu ou Providence, ou simplement la volonté obstinée d'un homme qui refuse de mourir, s'interposait systématiquement entre lui et la fin. Cette nuit-là, Serge dormit et au matin, il était encore là et comme toujours. Avec sa famille. Oui. Vous avez parlé de sa mère, mais il y a une personne aussi que vous évoquez dans le livre qui est restée avec Serge jusqu'à sa mort. C'est sa femme. Comment mesurez-vous la grandeur de cette femme d'être aux côtés d'un drépanocytaire, d'un maladif? Alors si vous me permettez de répondre à la question,
je pense que, comme vous, et de ceux-là aussi qui ont déjà lu la petite histoire sur le 4e du dos, on va se poser des questions de savoir comment un homme qui traverse autant de difficultés, autant d'épreuves, n'avait-il pas de femme à ses côtés plutôt qu'une mère à son chevet? Alors je dirais que la femme, l'épouse de Serge, a été d'une grande aide, d'un rôle essentiel, parce qu'elle a choisi de rester aux côtés de Serge en pleine connaissance de la maladie, non pas par sacrifice, non pas par pitié, mais par amour réel. Et connaissant les préjugés qu'il y a autour de cette maladie et de l'état de santé physique de Serge. Et elle est présente dans les moments difficiles de Serge, notamment les hospitalisations, les souffrances quotidiennes. Et son engagement témoigne donc d'un amour qui dépasse les maladies et les apparences. Et votre question, elle est tellement pertinente qu'elle me permet de tirer une leçon de vie que je veux me permettre de dire ici, qu'à travers son épouse, le livre rappelle qu'on ne traverse jamais seul les grandes épreuves de la vie. Donc comme Serge a eu son fils à ses côtés, sa mère à ses côtés, son épouse, quand même d'autres aussi pourront en avoir un proche, un parent et une connaissance. Son fils Théodore, qui aujourd'hui, toujours en vie, garde toujours la même moralité. Il sait que tout a été une volonté peut-être divine. Et donc, Théodore, nous parlons de Théodore, qui est né en 2004. C'est l'unique fils de Serge? Oui. Dans le roman, oui. Dans le roman. Oui. Donc Serge a eu d'autres... Oui, dans la vraie vie, il en a eu d'autres. Donc il est resté aux côtés de son père jusqu'à faire des démarches pour que son père aille aux États-Unis pour se faire traiter. Et donc une fois arrivé aux États-Unis, comment se passait le séjour médical de Serge? Je précise qu'il était avec sa femme et son fils. Oui. Comment ça s'est passé son séjour? Alors je vais faire une petite genèse pour aussi permettre de mettre d'autres aspects en lumière dans le livre, justement pour permettre aux téléspectateurs aussi de comprendre le bien fondé de l'histoire. Alors dans l'ouvrage L'homme au bord du précipice, il y a 7 chapitres et mes préférés sont le chapitre 5 et le chapitre 7. Le chapitre 5 où on parle de l'homme au bord du précipice, où la dernière grande résistance de Serge, on a l'impression que Serge ne vivra pas, il partira, il mourra, parce qu'on montre un homme vieillissant avec une maladie qui a lentement détruit ses organes internes. Et au chapitre 7, c'est le chapitre qui marque un peu l'un des tournants les plus extraordinaires du roman, où son fils Théodore Coca découvre un article scientifique dans lequel on annonce une avancée majeure dans la thérapie génique contre la drépanocytose. Il en apporte à son père. Et grâce à cette découverte, son père va être admis au Texas Medical à Houston. Et là-bas, ils vont rencontrer le docteur Elena Vasquez qui, ayant consacré toute sa vie à l'étude de la drépanocytose, la compréhension de la maladie et aussi la lutte contre cette maladie. Et avant de commencer le traitement expérimental, vous en convenez avec moi qu'il faut faire des diagnostics, des examens, et bien pour comprendre la maladie. Et c'est après ces périodes de diagnostic et d'examen que Serge comprend finalement que le traitement ne peut pas effacer les séquelles accumulées pendant les 57 ans de la vie, mais toutefois peut arrêter la maladie à la source. Donc il va accepter avec lucidité parce que pour lui, il ne cherche pas à redevenir jeune, mais seulement à vivre les jours qui lui restent sans douleur et paisible. Et c'est là que Serge subira l'intervention, l'opération, qui sera une réussite. Et après plusieurs jours de récupération aux côtés de sa famille à Houston et plusieurs heures de récupération, il va rentrer enfin à Brazzaville, transformé. Et ceux qu'il appelait Akufa Lobi ne vont pas le reconnaître parce qu'il présente quand même une bonne mine, une bonne santé, puisqu'il est sans pullover, il se permet quand même de se montrer au soleil, lui à qui cela avait été interdit toute sa vie. Voilà. Il est totalement guéri. Oui. Et donc Serge Kouka a mené un long combat contre la drépanocytose. Après plusieurs années d'épreuves, de soins et d'espoir, il a finalement rappelé en Dieu en mars 2024, à l'âge de 57 ans, c'est ce que vous dites. Donc aujourd'hui, si Serge Kouka pouvait s'adresser aux personnes atteintes de drépanocytose, quel message pensez-vous qu'il leur laisserait? Bon, Vous qui avez lu ces textes, oui.
cette histoire, c'est lui-même qui l'avait écrite. Je dirais que pendant qu'il était dans les périodes de souffrance, il disposait d'un cahier bleu où il écrivait ses souffrances, ce qu'il vivait au quotidien, la douleur dans les os, parce qu'il est très difficile pour les patients de vivre avec la maladie de la drépanocytose. Ça, il faudrait le reconnaître. Et disons que ce cahier était, je pourrais bien l'intituler son silence brisé, parce que toutefois, lorsqu'il se retrouvait avec les membres de sa famille, c'est le sourire qu'il donnait au monde, qu'il donnait aux membres de sa famille, mais c'est dans ce cahier qu'il pleurait, c'est dans ce cahier qu'il souffrait, et dans ce cahier, il avait commencé avec sa petite histoire, c'est ce qu'il vivait au quotidien, les différents passages de sa vie. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin de ces numéros. L'homme au bord du précipice est-il déjà disponible dans les librairies ou c'est toujours en ligne? Actuellement, s'il faudrait que je dise, il est disponible en précommande. C'est officiellement demain qu'il sera disponible dans toutes les librairies, que ce soit virtuel, en numérique ou bien les librairies de Harmattan à Paris. Le prix? Le prix de l'ouvrage, il est à 16 €, donc en francs CFA, c'est 10 500. 10 500. 10 500, ce n'est pas beaucoup pour celles et ceux qui veulent découvrir l'homme au bord du précipice et connaître l'histoire de Serge Kouka, un drépanocytaire qui a vécu pendant 57 ans. Donc ce n'est pas impossible. Tout est de la volonté de Dieu pour ceux qui vont à l'église. Bon, merci à vous, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci également à celles et ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Carmes Kibomba, Vanny Péné, sans oublier notre réalisateur Junior Katsongo et notre directeur technique Richie Founani. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.